On va aborder notre dernière séquence de la matinale. Donc je vais donner la parole à Jean-Claude Elgin et puis Maître Rambaud. Donc on était sur la question de l'agir. Agir, c'est aussi poser éventuellement des règles au niveau institutionnel et politique. Et dans le débat public, se pose la question de la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle. Donc Jean-Claude a beaucoup travaillé et sensibilisé les pouvoirs publics sur cette question. Je crois que Maître Rambaud, au niveau de vos clients, la question se pose aussi des interpellations sur la responsabilité des entreprises sur le sujet. Donc je crois que c'est un débat que nous devons aussi aborder. Et voilà, Jean-Claude, si tu veux bien démarrer sur le sujet. Merci. Bonjour à toutes et à toutes. Merci de m'avoir invité, Thierry. On se connaît depuis un quart de siècle, donc c'est toujours un plaisir de venir débattre de ces sujets passionnants. Moi, je viens vers vous, en fait, en tant qu'un peu grand témoin par rapport à des tas de, si vous voulez, d'événements que j'ai eu à connaître, de crises que j'ai eu à gérer. Et cette question du burn-out, pour moi, en pose plusieurs autres sous-jacentes. La première, c'est que la France n'a pas de culture de prévention. C'est un vrai constat qu'il faut faire. C'était un peu abordé tout à l'heure à la marge, mais on a un vrai sujet. Regardez, il a fallu attendre 2002 pour avoir véritablement un dispositif ambitieux pour lutter contre le cancer. Il a fallu attendre 2013 pour avoir la création d'un observatoire national des crises suicidaires, sur lequel nous on s'est beaucoup engagé. Et de même, on voit bien que la question du burn-out, qui pose une question, mais tout à fait, je dirais, lénifiante, qui est celle du travail sain, S-A-I-N. Depuis maintenant 15 ans, moi j'ai constaté les premiers suicides en entreprise, on a travaillé sur presque 200 suicides en entreprise depuis maintenant une dizaine d'années. La question qui est posée, c'est celle du travail sain, S-A-I-N, c'est-à-dire le fait que l'individu puisse s'épanouir au travail, puisse s'y créer une identité, puisse exprimer sa créativité avec les autres, puisse effectivement bénéficier de conditions de travail à peu près acceptables. Eh bien, on constate dans nos sociétés un recul, je dirais, très important du travail sain pour les opérateurs lambda, jusque, bien sûr, les managers. Et donc la question, c'est comment on arrive à refonder les conditions d'un travail sain. C'est tout simple, la question. Alors c'est pour ça que moi, le sujet posé par Thierry me va bien. Comprendre pour agir. Je dirais peut-être plus finement, il nous faut, si on veut véritablement agir, comprendre jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce que depuis, par exemple, 2005, 2006, 2007, on a fait des progrès fabuleux en termes de connaissances. Des commissions, des rapports. Moi, j'ai participé à des dizaines de commissions du Sénat, des députés, Premier ministre, CESE, des rapports, etc., des lois, bon, RPS, QVT, etc. On a une qualité aujourd'hui théorique que même, y compris au niveau mondial, on nous envie. Même nos amis québécois nous envient. Ceci dit, concrètement, dans les entreprises, qu'est-ce qui se passe ? On n'a pas réussi à passer de la qualité papier à la qualité process. Il faut être les choses comme elles sont. Regardez simplement deux indicateurs. En 2002, l'enquête Summer montre que 17% des individus en entreprise considèrent qu'ils sont victimes d'actes ou d'agissements les perturbants, enfin, avec une certaine agressivité et violence. En 2013, 10 ans après, globalement, on est passé à 22,5%, donc croissance. Le chiffre a été donné tout à l'heure au niveau du travail des cadres. En 2003, l'INSEE dit 33% des cadres travaillent très régulièrement le soir en fait à domicile. L'enquête que nous avons faite sur la qualité de vie vie professionnelle, vie privée l'an dernier montre qu'on est passé de un tiers à peu près à la moitié. Donc on voit bien qu'il y a un vrai problème aujourd'hui avec le travail. Alors on peut l'aborder de différentes manières, soit au niveau de l'individu, ça a été dit un peu ce matin, on peut l'aborder au niveau de la société, enfin globalement de l'employeur, et puis on peut l'aborder au niveau plus sociétal. Je pense qu'il faut l'aborder à tous les niveaux, mais que
finalement, l'aborder simplement au niveau de l'individu, quelque part, à un moment donné, c'est ne pas s'attaquer aux véritables causes, et ça ne peut pas fonctionner sur le long terme. Alors je vous donne quelques éléments pour que vous compreniez, parce qu'on n'en a pas suffisamment parlé, de l'ampleur du phénomène. L'ampleur du phénomène. Pour ma part, j'ai dû participer depuis 1 an, depuis qu'on a lancé la grande étude qui a lancé un peu tout ce débat médiatique en janvier 2014, à une quinzaine de rassemblements comme ça. Et à chaque fois, foule. À Toulouse, à Marseille, à Nice, à Lille, etc. Ce qui montre bien qu'il y a en fait tout le monde cherche des solutions. Deuxième aspect, qu'on voit dans le détail, par exemple, des cabinets de médecine du travail. J'ai un ami, Bernard Morat, qui a lancé une pétition, lui aussi, pour la reconnaissance, qui a déjà mis le soutien, médecin du travail. Il m'expliquait dernièrement que lui, il est sur Tours. Il appartient à un cabinet médical. Ils sont une trentaine de médecins à Tours. Bon. Il y a quelques années, il n'avait pas beaucoup de cas. Il avait 2-3 cas par an. Aujourd'hui, en tant que médecin, lui, l'an dernier, il a prononcé 12 inaptitudes. Et ils sont 30. Et sur Tours, vous imaginez. Ce que ça signifie, c'est simplement, je dirais, une carotte, comme on dit en termes sismiques, mais on voit bien que le pays est quand même secoué par une profonde dégradation, je dirais, du rapport au travail. Ça veut dire que sur Tours, vous avez 300 personnes qui ont été mises en inaptitude l'an dernier. Vous imaginez. Donc, il faut bien comprendre, l'enquête que nous avons menée montre qu'il y a à peu près, globalement, 3 millions exposés à un risque élevé de burn-out. Risque élevé, ça ne veut pas dire qu'ils sont en burn-out, mais globalement, on peut dire qu'au moins 10% de la population, c'est-à-dire 300 000 personnes, sont aujourd'hui touchées véritablement dans leur santé. Alors, on peut le prendre comme ça, on peut le prendre différemment. Pour ma part, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas évacuer 2 grandes questions. Et c'est ça que je voulais livrer à la réflexion. Ça a été abordé un peu par la dernière intervenante, mais on ne peut pas comprendre aujourd'hui le rapport au travail si on ne pense pas le chômage, l'inactivité. Dernièrement, j'étais à Clermont-Ferrand, je discutais avec un technicien de maintenance, très bien payé. Le garçon me dit, moi je gagne bien ma vie, j'ai 4 000 € par mois, j'ai 3 enfants, mais malheureusement ma femme est au chômage depuis 18 mois. Et bon, ça passe à 4 000. C'est pour ça que je travaille énormément, il prenait toutes les astreintes, toutes les contraintes, etc. Il me dit, parce que si je perds mon job, alors je vais retrouver un job, parce que je suis travailleur, j'en veux, etc. Mais je vais tomber à 2005. Et à 2005, je ne passe plus. Vous voyez, donc il y a une pression énorme. Tout à l'heure, c'est Alexis, c'est ça, parlait des gens qui voulaient effectivement donner une bonne image d'eux-mêmes ou qui avaient une perte d'estime de soi. Il faut comprendre que quand vous passez par le laminoir du chômage, aujourd'hui, 1 million de personnes ont plus de 2 années de chômage et 2 millions ont plus d'une année. Quand vous passez par cette phase, je dirais, de sous-emploi, vous revenez en entreprise avec une blessure, une expérience qui vous pousse à un travail très important. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui. La pression, Daniel Linard d'ailleurs l'explique très bien, il y a une précarité virtuelle intégrée qui pousse les gens à un travail compulsif. Un travail compulsif, c'est-à-dire que les gens, à un moment donné, ne peuvent plus mettre à distance la demande professionnelle qui leur vient. Et ils s'investissent énormément. Et ces gens-là sont bien sûr des sujets qui peuvent aller au bas du toboggan assez facilement. Deuxième chose, deuxième dimension qui est apparue, c'est la question, je dirais, des nouveaux moyens électroniques de communication, qui fait qu'il y a aujourd'hui un double phénomène. Alors, pour ceux qui veulent comprendre, ça a été très vite. 71, c'est le premier système Internet ARPANET aux États-Unis, même année, première imprimante laser et premier micro-ordinateur à Palo Alto chez Xerox. 95, c'est les capteurs et les commutateurs qui permettent en fait d'avoir une toile au niveau mondial et qui permettent d'ailleurs d'exercer une concurrence entre les peuples en jouant sur les différentiels de salaire. Et effectivement, notre pays souffre aujourd'hui parce qu'il n'a pas su s'adapter à cette évolution assez rapidement, et donc il a été mis en concurrence, par exemple avec la Tchéquie, avec les pays de l'Est, etc., la Roumanie, etc., avec une déperdition et un chômage de masse. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces moyens aujourd'hui techniques de contrôle font que les financiers, qui aujourd'hui, Aline l'a très bien dit, exigent une rentabilité quand même assez importante, ont les moyens de contrôler
ont les moyens de mettre un fil à la patte à tout le monde pour contrôler. On parlait tout à l'heure des managers, mais aujourd'hui les managers de proximité, ils font tout sauf du management. Ils font du reporting, ils font de la production, et il leur reste un peu de temps pour soutenir parfois leurs équipes. Mais c'est ça la réalité des choses dans les entreprises. Donc la vraie question, c'est effectivement comment on a une régulation de ces moyens électroniques. On parlait ce matin avec... parce que Thierry m'a invité chez lui, on parlait ce matin pour dormir, et en fait, on parlait de la charge de travail. Mais aujourd'hui, avec ça, comment vous voulez quantifier la charge de travail, par exemple, des cadres? On travaille tout le temps. On travaille le matin, on travaille la journée, on travaille le soir. L'espace-temps, l'espace-lieu qui confinait le travail n'existe plus. 2/3 des Français sont en travail atypique. C'est la réalité des choses. Donc, comment, en fait, on peut se coltiner ça? Alors bon, après tout cela, après avoir effectivement dit... et on voit bien que l'ampleur du phénomène, il n'est pas simplement qu'en France. On trouve la même chose en Allemagne. Il y a plus de burn-out en Allemagne qu'en France. En Belgique, ça fait des dégâts, ils viennent de légiférer. Alors... De même, aux États-Unis, où aujourd'hui il y a une multitude de procès qui viennent. Je ne me rappelle plus votre nom. Maître Rambaud. Maître Rambaud. Ben voilà, c'est un nom prédestiné. Pourra nous parler de ce qui se passe aux États-Unis. Voilà, avec les multitudes de procès qui sont faits par les salariés qui attaquent leur employeur parce qu'ils considèrent qu'ils ont travaillé de manière indue, etc. C'est pas rémunéré. Donc, on a une situation où il faut repenser le rapport au travail à l'aune, je dirais, du sous-emploi, à l'aune des technologies. Et j'ajouterais qu'en termes de technologie, il faut comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, on nous annonce la suppression de 3 à 4 millions d'emplois dans les 4 années qui viennent. Comment on fait? Comment on fait? Il y a des gains de productivité énormes dus aux automatisations. Si on ne les redistribue pas à la société, on retourne au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'il y aura ceux qui détiendront les moyens de production, excusez-moi l'expression, mais c'est comme ça, et ceux qui seront effectivement dans la précarité extrême, dans la vulnérabilité. Si vous ajoutez à cela le recul du collectif, particulièrement en France, moins en Italie, moins en Espagne, où il y a moins de problèmes là-bas, parce que la famille, elle tient pour le chômage, elle tient pour le burn-out aussi. Le recul, l'individu arrive à se ressourcer. En France, on a une situation aussi, encore une fois, où la taille du ménage joue par rapport à cette problématique, du soutien ou pas. Vous voyez. Donc, globalement, je rajouterai par contre une spécificité française, ça a été un peu abordé, et qui pour moi est centrale. C'est le mode, je dirais, de création de nos élites. Alors, nos élites, c'est peut-être entre guillemets qu'il faut les mettre. Mais quand aujourd'hui, on sélectionne des gens sur une note obtenue à 18 ans en maths, moi, j'ai un enfant de 17 ans qui est en première, il se pose déjà des questions métaphysiques à ce sujet-là. Bon, il ne sait pas ce qu'il va faire, etc. Tu comprends, papa, je voudrais faire de l'astrophysique, mais moi, si on se pose, ça m'intéresse aussi. Enfin, voilà, bon. Donc, qu'on sélectionne sur une note obtenue en maths à 18 ans, puis prépa, puis grandes écoles, puis cabinet ministériel, pour se retrouver tout en haut, je dirais, au niveau des entreprises, dans la gouvernance, sans connaître le travail, sans connaître les qualifications. Vous prenez l'Allemagne, ce n'est pas un pays où tout va bien, mais sur ce plan-là, ils sont nettement meilleurs que nous. Eux, ils ne sélectionnent pas leurs dirigeants futurs sur une note obtenue à 18 ans à l'âge de l'immaturité, ils les sélectionnent à partir de 26 ans après un travail de recherche. Les gens n'intègrent pas tout en haut, ils intègrent à moitié. Et ils doivent, par leur travail, démontrer leur capacité à animer, à créer, et ils doivent, par leur travail, démontrer qu'ils peuvent monter. Vous voyez ? Et donc, il n'y a pas, je dirais, de privilège à vie obtenu à partir de simplement un effort fait à l'âge de l'immaturité. Mais ça change tout. Pourquoi ? Parce que le manager qui arrive en haut, 14 dirigeants en Allemagne sont passés par l'apprentissage. En France, cherchez, il n'y en a pas. Bon. Donc quand vous arrivez en haut d'une grande entreprise, vous connaissez le travail, vous connaissez la qualification, et vous savez ce qui est possible en matière de changement. Dans notre pays, le changement concerté, ça n'existe pas. Le changement, il est toujours imposé. Y compris, alors après, on essaye de réparer les pots cassés, comme on dit. On essaye d'aller chercher les uns les autres, de mettre des pratiques partagées pour essayer de limiter les risques psychosociaux. Mais quand vous descendez des organisations de top en haut jusqu'en bas, sans entendre quoi que ce soit, en disqualifiant toutes les oppositions, on y va, on roule, et puis l'intendance suivra.
hein, eh bien effectivement, vous mettez des gens dans des situations impossibles. Alors, sur la question, cette question-là est une question fondamentale. Je déjeunais avec Declauzet, le François Declauzet, vous savez, l'écrivain, journaliste, et il me disait, en France, c'est le seul pays qui connaît, c'est un garçon instruit, hein, très instruit, très intelligent, à 80 ans, moi j'aimerais bien être comme ça quand il sera à son âge. Eh bien, il me disait, c'est le seul pays où on nomme des jeunes à 24 ans à l'inspection générale des finances pour faire des inspections et qui n'ont jamais géré de leur vie avant. Voilà, donc on est dans cette situation-là où globalement, on n'est pas du tout vraiment équipé pour affronter le grand temps de la mondialisation en matière d'emploi. Alors, comment faire? Moi, j'ai beaucoup travaillé, je travaille encore beaucoup dans les entreprises pour faire en sorte que ça bouge réellement. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de bouger. Et pourquoi cela? Parce que, si vous voulez, on parle du burn-out un peu de manière désincarnée. Je vais vous raconter une petite histoire qui est vraie, si j'ai encore 2 minutes. Bon, j'ai eu à traiter le cas un cas assez difficile dans une entreprise de télécommunications qui n'est pas France Télécom. En avril 2010, un garçon qui était le directeur de la qualité de cette entreprise part en vacances avec sa femme et sa fille en Corse. Après 6 semaines où il avait travaillé d'une manière très intense pour participer, vous savez, au classement qu'il y a pour les entreprises de téléphonie mobile, premier, deuxième, troisième, enfin, vous voyez, les grandes qui permettent de faire de la promotion après auprès de leurs clients. Et donc, il était complètement épuisé. Il arrive en Corse, première nuit, ça se passe bien. Premier repas, ça se passe bien, ils sont tous heureux, ils vont tous aller à la plage, tout est planifié pour la semaine. Et là, à 15h, il reçoit un coup de fil de sa hiérarchie pour un problème. Et alors bon, il pense en avoir pour un quart d'heure, puis ça dure. Bon, au bout d'une heure et demie, la femme et la fille vont à la plage toutes seules. Elles reviennent, elles le trouvent le soir, encore en train de travailler. Le lendemain, rebelote, ça dure. Et puis le 3e jour, on lui dit qu'il faut qu'il rentre parce qu'on n'arrive pas à traiter à distance les problèmes. On lui dit ça en fin d'après-midi, donc il n'y a pas d'avion de Corse en fin de journée. Donc il prend le bateau, puis le train de nuit pour rentrer sur Paris. Et là, il disparaît des compteurs, des radars, sa femme l'appelle, etc. Elle rentre en catastrophe et elle le trouve, il s'est donné la mort dans la buanderie. Vous voyez, dans les crises que j'ai eu à connaître, suicidaires, il y a à peu près un tiers et la moitié qui sont des crises qui sont liées, je dirais, au surengagement au travail. Donc c'est pas neutre, hein, les crises suicidaires, des gens... Alors je vous raconte cette histoire parce que je sais que demain, vous la retiendrez. Parce que les histoires comme ça, on les retient tous. On les retient. Ça nous marque à vie. Moi, je l'ai vécu, cette affaire-là, donc je peux vous dire combien ça marque. Et donc, le problème, il est là. Il y a des vies qui sont en jeu. Il y a des vies qui... Alors, comment ça se passe en entreprise aujourd'hui? Parce qu'on parle beaucoup de... Moi, j'ai beaucoup aimé l'ensemble des intervenants, mais globalement, on l'a, par exemple, en matière de prévention active au sein des entreprises, on est complètement déconnecté. Pourquoi? Quelqu'un fait un burn-out ou un épuisement professionnel. C'est vrai qu'il y a une trentaine de définitions. Il faut bien en prendre. Moi, je préfère parler d'épuisement professionnel. Bon. Quelqu'un fait un épuisement professionnel. Il sort de l'entreprise, mais il sort par la petite porte aujourd'hui. Secret médical. Il est malade, il est en dépression, il est chez lui, personne n'en parle. Le CHSCT ne peut pas se mobiliser. Le médecin du travail, secret médical. Et puis, le management aussi. C'est une maladie honteuse. Moi, j'aime bien la définition qui a été donnée par Graham Greene, qui est un écrivain qui a remis un peu au goût du jour la question du burn-out. Il écrit un livre, La saison des pluies, qui a été traduit chez Lafon en 2007, où il compare la vie, un architecte qui est saturé de travail, qui quitte la France pour aller au Congo, dans une léproserie. Et il fait le rapport entre la lèpre qui brûle de l'intérieur, je dirais, les lépreux, et sa propre maladie, un peu comme l'a fait Frauenberger avec les toxicos. Eh bien, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Les gens qui quittent l'entreprise, c'est les lépreux qu'on ne veut pas voir, que l'on met à part, que l'on ne veut pas, je dirais, que l'on ne veut pas questionner. Et ces gens-là doivent se reconstruire eux-mêmes.
souvent à l'écart. Ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. On est dans une logique aujourd'hui où les modes d'organisation, les modes de management, et je n'incrimine pas les managers, je n'incrimine pas les DRH, je sais qu'ils font beaucoup, mais aujourd'hui, il y a une telle pression financière, il y a une telle exigence de rentabilité, il y a une telle turbulence organisationnelle que ça devient très difficile. Bon, donc concrètement, ces gens-là, on n'en veut plus. On ne les voit pas. Et comme ce n'est pas une maladie professionnelle, que c'est une maladie ordinaire, on n'en discute pas au sein de l'entreprise. Il n'y a pas de retour. Voilà pourquoi moi je me bats pour qu'il y ait un retour, pour qu'on puisse, une fois que la maladie professionnelle... Alors, dire que le burn-out ne peut pas être reconnu, c'est faux, puisqu'il y a eu 225 cas, par exemple, l'an dernier, qui, après un parcours du combattant, ont été reconnus. Donc, on peut le reconnaître, mais c'est très compliqué, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, premier motif pour la reconnaissance, c'est qu'il faut avoir un vrai débat sur les causes et, je dirais, les états, comme on l'a eu aujourd'hui, pour mettre en discussion le travail et pour que ça change réellement et d'une manière récurrente, pas one-shot, mais de manière récurrente. Parce que le vrai problème que nous avons aussi dans les boîtes, c'est que, je l'ai vu au Technocentre. Technocentre, on a travaillé pendant 5 ans avec Bernard Olivier, avec tous les syndicats, avec Rico, qui était numéro 2 de Renault à l'époque. Ça a vraiment boosté. Et puis après, ça a retombé parce que Bernard Olivier est parti. Alors je termine, parce qu'on me demande de terminer. Alors pourquoi Parce que deuxième aspect, en ce qui concerne la reconnaissance, c'est le fait que la personne qui veut être reconnue aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit passer devant le médecin conseil de l'assurance maladie, déposer un dossier, et pour que le dossier soit instruit auprès du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il faut qu'elle puisse répondre à 2 exigences. La première exigence que va exiger le médecin, c'est le fait que la pathologie psychique soit principalement et essentiellement et directement liée au travail. À la limite, ça me paraît normal. Seconde exigence, c'est que le taux d'incapacité professionnelle, le taux d'IPP, soit au moins égal à 25%. 25%, alors peut-être ça ne vous parle pas, mais si on vous arrache la main, par exemple, ben c'est 20% d'IPP. Alors imaginez ce que ça signifie, 25% pour être reconnu en termes de maladie professionnelle. C'est énorme. Les gens qui sont, Alexis pourrait mieux vous le dire que moi, qui sont à des taux de 25%, ils sont vraiment, je dirais, dans une logique où ils ne reviendront pas vraiment avant longtemps au travail. Une dépression considère, les psychiatres de mon cabinet considèrent qu'une dépression c'est entre 10 et 15%. Une dépression d'épuisement c'est entre 10 et 15. Ce qui fait qu'on a mis les radars si haut que globalement, tout le monde dégage. Et que ces gens-là se retrouvent dans une situation où globalement on leur dit « allez vous faire voir ailleurs ». Et il y a un déni social qui est très, très important. Malraux disait une chose, on est dans la salle Malraux, j'en profite, que on ne jugeait une civilisation que par son rapport à la mort et par rapport aux faibles. Eh bien, voilà la situation. C'est-à-dire qu'on est dans une logique essentiellement court-termiste et qui coûte très cher. Pourquoi? Parce que ces malades, parce qu'ils sont malades, ils restent à la charge de qui? De l'assurance maladie, du régime général de l'assurance maladie. Dépression, 1 an, 2 ans, Sabine nous a dit jusqu'à 4 ans, et parfois plus. Donc c'est nous qui payons. Or, s'ils étaient repris, s'ils étaient à la charge reconnus en maladie professionnelle, ça serait à la branche AT-MP de simplement prendre ses responsabilités. Alors je dis bien, qu'on soit très clair, il y a des endroits dans les entreprises où il n'y a aucun problème. Puis il y a des endroits où il y a beaucoup de problèmes, où il n'y a pas de régulation, où il n'y a pas de discussion, et où c'est marche ou crève. Et quand on veut sortir de l'entreprise, ce n'est pas toujours simple parce que le marché du travail ne le permet pas. Et donc on crève. C'est ça la réalité des choses. Donc moi je suis pour qu'il y ait une reconnaissance. Je suis pour qu'on crée des tableaux. Alors les tableaux, vous savez, moi je ne vais pas chercher très loin. Vous voyez le Danemark a mis un tableau sur la dépression d'épuisement. La Suède, on peut faire ça aussi, je propose ça moi. Je dis, abaissons drastiquement les seuils. On ne veut pas de tableau, d'accord. Je discute à tous les niveaux de l'appareil d'État. Élysée, Matignon, ministère du Travail, etc., MEDEF, etc. On ne veut pas de tableau. Et bien à ce moment-là, on fait comme en Suède. En Suède, on prend tous les dossiers. Tout le monde est considéré. Ça ne veut pas dire qu'elles seront reconnues comme telles, mais ils sont considérés en tant que citoyens. Et le processus fonctionne pour tout le monde. Et au bout du compte,
oui ou non, après examen, ils sont déclarés en maladie professionnelle ou pas. C'est ça le vrai sujet, il est là. Et quand vous reconnaissez les gens, ils peuvent commencer à se reconstruire. On ne peut pas continuer à avoir un tel gâchis humain. On ne peut pas continuer à ruiner des familles. Il y a un impératif qui s'impose pour régler cette question du déni, et il y a un impératif de responsabilité. Je vous remercie. Merci Jean-Claude pour ce panorama général et les exemples extrêmement concrets.